Salut à tous, alors dans cette vidéo, nous allons parler, c'est marqué dans le titre, des 11 points. Moi j'en ai trouvé 11, après peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai oubliés, c'est surtout que je veux une vidéo relativement condensée. En fait cette vidéo m'a inspiré, c'est-à-dire que j'ai vu, vous avez été plusieurs à m'envoyer la vidéo donc, de la chaîne EV, et puis je vous avais fait, très souvent je fais des vidéos, donc des points positifs, des points négatifs. On va reparler aussi donc, des points négatifs donc, dans une autre vidéo. On va parler aussi du pack premium. Est-ce que voilà les haut-parleurs et puis surtout le fait qu'on perd la partie Alcantara et qu'on a une partie tissu, etc. Je sais qu'il y avait beaucoup de questions à ce moment-là. Donc comme j'ai pu essayer finalement toutes les versions et que je suis un utilisateur du modèle Y, eh bien on va pouvoir en parler. Donc pour moi dans un premier temps, le plus important c'est l'efficience. Et personne n'arrive à rivaliser en fait sur l'efficience, que ce soit d'un modèle 3 ou d'un modèle Y, par rapport donc notamment à la consommation et aux performances en fait du véhicule par rapport au rendement. Donc on a un véhicule qui, pareil, ça on le verra dans les points négatifs avec ses défauts mais ses qualités, c'est-à-dire qu'on a tout de série. On va avoir bien sûr l'expérience de Tesla en électrique, donc avec son réseau superchargeur. C'est les seuls à proposer ça. Donc même si Unity, derrière, il y a des marques comme BMW et d'autres, Mercedes, etc., Volkswagen, Porsche, malheureusement, on n'a pas un réel distributeur, des bornes partout, parce que Unity n'est pas forcément partout, et d'avoir en fait des tarifs qui soient clairs, ou en tout cas plus clairs, et qui soient donc plus attractifs. L'argument, les anti-VE si tu veux, ils peuvent avoir tous les arguments qu'ils veulent. À un moment donné, quand c'est pas cher, les gens ils achètent. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs pour ça que l'année dernière, le modèle Y en France s'est quand même très bien vendu, parce qu'il était à des prix qui étaient indécents. On touchait limite à des prix d'un Dacia Duster. Ce que je disais d'ailleurs au niveau des commentaires ou quoi sur Facebook. On a la garantie, et on en reparlera aussi dans les points négatifs, c'est-à-dire que le point positif, c'est qu'on a 4 ans qui est tout garanti. Moi, je vous recommande, c'est pour ça que je vais en parler dans cette vidéo, avant la fin de la garantie de la première qui est de 4 ans et 80 000 km, c'est de faire un petit entretien. Ça vous coûte une centaine d'euros, je crois que c'est 100 ou 140 euros, donc c'est vraiment peu cher. Au niveau du réseau, je crois qu'ils sont à 150 euros pour tout le réseau. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans l'argument, et vous pourrez me dire s'il y en a d'autres, c'est le fait que tout le monde est salarié de la marque. Donc, même au niveau des rangers, au niveau de tout, donc vous avez des gens qui sont formés, qui sont compétents uniquement donc pour la marque. 4 ans, 80 000 km et pour le reste c'est 8 ans, 160 ou 192 000. Pourquoi il y a une différence en fait entre la batterie AFP et la batterie NMC? Parce que c'est au niveau du fabricant. Par contre, Tesla, comme c'est leur propre moteur, ils garantissent les moteurs, mais si tu veux, les véhicules aujourd'hui sont pratiquement increvables. Ça devrait être l'argument. Je vous ferai une vidéo, je l'espère, avec peut-être donc Chambourcy et la possibilité des taxis. S'il y a des personnes qui me regardent, qui sont taxis ou autres, sur même des nouvelles S qui sont à 400 000 km, des anciennes qui sont dans les 700 000, mais même une modèle 3, une modèle Y, ça pourrait être intéressant, qui est déjà dans les 200-300 000. Et en fait, juste de montrer. Le meilleur argument, de toute façon, sur la voiture électrique d'une manière globale, c'est d'aller essayer, dans tous les cas. Les révisions et donc les entretiens, il y en a pas. Mais moi, je vous conseille de le faire juste un petit peu avant, donc au niveau des 4 ans, parce que si vous avez la moindre chose, ça sera pris donc sous garantie, et au moins vous êtes sûr de pouvoir repartir d'une manière sereine, à la fois pour vous ou éventuellement pour un acheteur si vous souhaitez vendre votre véhicule. Les volumes habitacle, au niveau de l'habitacle et du coffre, c'est juste complètement fou. C'est les meilleurs là-dessus, que ce soit le modèle 3 ou le modèle Y, c'est d'ailleurs ce qu'on peut reprocher au modèle 3, là on est sur le modèle Y, donc j'ai peur, mais le modèle 3 de ne pas avoir d'aillon parce que le coffre est tellement volumineux, que ce soit l'i4 par exemple, ou même éventuellement l'ID7, en fait ils n'arrivent pas à faire mieux, c'est-à-dire que le véhicule reste petit, et finalement on donne plus. Et là le modèle Y, il est un peu plus grand des fois que certains, mais en termes de volume, de sous-coffre, de coffre à l'avant, et au niveau des habitabilités, franchement, c'est le meilleur. Et encore une fois, je vous en ai parlé dans toute série, je ne vais pas reparler des sièges qui sont inclinables, du volant chauffant, du volant qui est électrique, les sièges ventilés. En fait, tout est inclus dedans. On verra qu'il peut y avoir donc, dans les points négatifs donc, des petites mesquineries, notamment le fait qu'il n'y ait plus les haut-parleurs avec le caisson de basse. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On se retrouve avec 7 haut-parleurs. Donc ça enlève, je pense, un argument éventuellement donc à l'achat, puisqu'il n'existe pas en option. Et donc obligatoirement, on est contraint à prendre une 4 roues motrices qui, donc on verra bien le bonus au mois de juillet, n'en a pas, mais qui est quand même aussi beaucoup plus cher. Donc
Je ne sais pas si ça a été les premiers, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, donc à faire le one pedal, mais c'est arrivé assez rapidement. Donc le prix, c'est vraiment pour moi le meilleur rapport qualité-prix sur le modèle Y, donc à 45 000 €. Peut-être qu'il faudra faire un rajustement si après il n'y a plus de bonus ou quoi que ce soit. Donc par rapport à la concurrence, et notamment chinoise, parce que quand on prend au niveau de la concurrence européenne, ben, c'est quand même assez compliqué. De toute façon, au niveau de Stellantis ou du groupe Renault, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, c'est plus petit, donc en fait, c'est difficilement comparable et c'est logiquement plus cher. Donc quand on va prendre les marques éventuellement, que ça soit premium ou non, Volkswagen en Allemagne, quand on prend à équivalence, je pense que c'est compliqué. Il y a une réalité économique. Surtout le fait, encore une fois, qu'il n'y ait aucun entretien. Donc, et si vous faites des choses, en fait, notamment une purge de refroidissement, eh bien, ça n'enlève pas la garantie, notamment de la batterie. Donc, il n'y a pas d'hypocrisie. En fait, Tesla n'a pas envie forcément de vous revoir, sauf si vraiment il y a besoin. Comme ça que je le ressens, en tant qu'utilisateur. La meilleure gestion donc de la batterie LFP en 400 volts. Moi, je trouve, et surtout quand c'était la BYD, c'est les meilleurs en consommation, en gestion, que ça soit le BMS, que ça soit la pompe à chaleur. En fait, voilà, les consommations, les charges, la puissance, etc. Tout. Vraiment, je trouve que en 400 volts, parce que bien sûr, en LFP maintenant, on a du 800 volts, donc là, c'est difficile de comparer, on a un regain de puissance, on a des charges qui sont beaucoup plus importantes, donc il faut parler de ce qui est comparable. Si on prenait la concurrence sur du LFP 400 volts, bah, même BYD, sur sa propre batterie, alors que Tesla avait les mêmes, donc en batterie structurelle, faisait pratiquement mieux partout. Hein, en consommation, en autonomie, en charge, puissance, enfin tout, etc., etc. Et même en poids. Mais bizarrement, la batterie structurelle était un petit peu lourde. Je crois que c'était 6 ou 8 kg. Bizarre pour une batterie qui était moins puissante, 58 kWh par rapport à l'autre de 60 kWh CATL, et qui est donc en structurel. C'est le but du structurel. Hein. C'est finalement de faire la structure et entre guillemets que ça coûte moins cher et d'alléger en fait toute cette partie-là. Je n'ai pas la réponse, et au niveau du staff de Tesla, pareil, non pas. Pourquoi ils ont arrêté ça? A priori, ça devait coûter plus cher, c'était pas si miraculeux que ça. Et d'ailleurs, il y avait le pack structurel BYD était uniquement à Berlin. Donc je pense que c'est aussi une uniformisation, puisque le modèle Y aussi est en 4680, je crois comme le Cybertruck ou autre, aux États-Unis. Donc en fait, ça permet d'uniformiser en tout cas les différents packs. Parce que ça demande en fait, au niveau de la chaîne de montage, une différence. La batterie CATL n'est pas en structurel. Moi, je pense que le batterie structurel, c'est bien, mais ça a aussi des inconvénients. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Les performances, puissance, moteur, comportement routier. Pour moi, il n'y a pas mieux. Donc, et c'est toujours la même chose. Si éventuellement on a peut-être mieux, mais pour avoir essayé des EQB qui donc avaient été moins puissants, hein, dans les 300 chevaux, qui au niveau du comportement routier, c'était un petit peu olé olé. Franchement, que ça soit donc EQB ou X3, c'était moins bien. Je vous parle même pas d'un, logiquement, on doit parler d'un X5 où, que ce soit les constructeurs chinois, ça a tendance au niveau de leur châssis d'être un petit peu trop souple, pâteau. Il y en a certains qui aimeront. Et pour les constructeurs donc européens, on voit qu'ils n'ont pas assez de recul et qu'ils manquent en fait d'expérience. Pas d'abonnement donc pour avoir un tarif préférentiel. Pareil, donc les superchargeurs sont de plus en plus, notamment les V4 ouverts donc aux non Tesla, c'est comme ça que c'est appelé, et les personnes donc qui ont une Tesla bénéficient donc d'un tarif préférentiel et donc il n'y a pas forcément besoin d'abonnement. Voilà pour cette petite vidéo, on reviendra sur les points négatifs et d'ailleurs il y en a un qui m'est revenu en plus, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des points en tout cas positifs. Pour les points négatifs, on reviendra dans une autre vidéo donc vous pourrez les mettre, mais il y a le fait de, entre guillemets, cette volatilité, mais je pense qu'il y a une volatilité du kilowattheure sur les superchargeurs parce que le coût d'infrastructure n'est pas forcément toujours le même que si on est sur un parking comme un supermarché, hein, Vélizy, mais il y en a plein d'autres, ou éventuellement, je pense qu'il y a des endroits où le terrain leur appartient. Donc c'est peut-être pas, le coût n'est pas le même, l'amortissement est peut-être pas le même. On a des endroits où on a des heures creuses ou des super heures creuses. Donc, est-ce qu'il y a un tarif en fonction de chaque région sur le kilowattheure où il y a du délestage ou quoi? Ça, je ne sais pas, mais c'est peut-être éventuellement, entre guillemets, ce manque de lisibilité où le kilowattheure, il peut passer du simple au double, voire éventuellement du triple en fonction du double au moins, mais comment dire, le prix reste quand même très attractif. On est entre 18 et 33 centimes, hein, logiquement. Voilà pour cette petite vidéo en tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, donc s'il y a des choses que j'ai pu oublier ou vous voulez agrémenter, j'épinglerai celui qui est en tout cas le plus pertinent, un petit pouce, un partage,
Et puis n'hésitez pas à vous abonner, hein. Le but c'est d'arriver donc à 100 000 à la fin de l'année. Il n'y a pas d'intérêt, c'est juste pour s'amuser, tout simplement. Allez, ciao à tous.